tous et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'a ni queue ni tête, c'est-à-dire que j'étais là, je m'ennuyais, je me disais j'ai envie de leur tourner une vidéo mais de quoi j'ai envie de parler, et en fait j'avais simplement envie de parler de livres que j'aime. C'est pourquoi j'ai décidé de sélectionner parmi cette bibliothèque mes 20 livres préférés de tous les temps. Bon, en vrai, il y a tellement de livres que j'aime, il y en a beaucoup plus que 20, vous en doutez, mais j'ai choisi une petite sélection de 20 bouquins qui sont vraiment cool. Il y en a, je vous en ai déjà parlé, il y en a, vous en avez peut-être jamais entendu parler, et ce serait vraiment dommage. Petite règle de fonctionnement, j'ai omis toutes les sagas fantastiques, historiques. Les sagas, ça dégage, on fera un top spécial, parce que sinon, elles prennent presque tout le classement. Et j'ai enlevé, choix spécifique, tous les bouquins young adult, parce que pareil, je vous ferai un classement spécial pour ça. Donc on part vraiment dans l'idée du roman, voilà, roman toujours confondu, mais le roman. Avec tout ça, je vous ai même fait un classement, parce que je me suis dit, allez, surtout l'idée de vous présenter 20 bouquins, je vais essayer d'être rapide, parce que si on prend 1 minute par bouquin minimum, ça va être interminable. Après, en ce moment, c'est pas qu'on a du temps à perdre, mais presque. Et tadam, plein de livres ont disparu de ma bibliothèque, c'est magique. En 20e position, un classique qu'il faut avoir lu, je vous présente L'herbe bleue d'une autrice anonyme. Alors attention, je connais déjà le débat sur le fait que soit c'est une histoire vraie, soit c'est une totale fiction inventée. Moi je fais partie du gang de ceux qui ont besoin de croire que c'est une histoire vraie. Parce que si elle n'est pas vraie, elle a vachement moins d'intérêt. L'herbe bleue, c'est tout simplement le journal intime d'une jeune droguée de 15 ans, voilà, qui va être complètement addict à toutes sortes de drogues et principalement à l'héroïne. Que vous dire, quand on a 15 ans, qu'on a une vie assez commune, c'est-à-dire que c'est pas une jeune fille qui vient des bas-fonds, des plus bas quartiers de New York, vous voyez. Non, c'est une jeune fille comme vous et moi, qui voilà, n'a pas une vie parfaite, mais pas non plus, elle est pas non plus dans une situation sociale alarmante. Elle est juste une ado, mal dans sa peau. Voilà, passage commun à l'adolescence. Et elle, là où elle va trouver du réconfort, c'est dans la drogue. C'est pas la meilleure idée du monde, mais voilà. L'herbe bleue, du coup, c'est son journal intime. On suit peu à peu sa descente aux enfers à travers les tréfonds de la drogue. Comment elle va s'en sortir, l'impact que ça va avoir sur sa famille, sur son entourage. Bref, c'est vraiment un bouquin hyper touchant. C'est écrit avec les mots d'une ado. Alors, vous imaginez même pas comment on est bouleversé. Pourquoi elle va si mal, c'est aussi par rapport au regard qu'elle porte sur le monde. Voilà la critique qu'elle fait du monde dans lequel elle évolue. Et elle est vraiment malheureuse, et c'est ça en fait qui est le plus bouleversant, parce que vu que c'est une ado et que c'est son journal intime, elle y va quoi, elle est sincère. Moi je l'avais lu en 1 heure, je me rappelle, j'avais pas réussi à le lâcher, et comment j'avais pourri l'ambiance de la soirée après, tellement ça m'avait bouleversée, j'étais complètement retournée. Mais il est à lire, et vraiment, vous voyez, rien que pour ce sentiment-là, il est dans le top 20. On change totalement de registre. Belgravia de Julian Fellowes. Vous savez, c'est le monsieur qui a écrit la série Downton Abbey. Donc si c'est votre truc, jetez-vous sur ce bouquin. Voilà, on est en 1815, dans la haute société anglaise. On va suivre Sophie qui est trop contente parce qu'elle est invitée à son premier bal chez une duchesse, et elle a surtout hâte de retrouver un jeune homme dont elle est folle amoureuse. Sauf que pendant le bal, oh mon dieu, Napoléon arrive, donc les troupes doivent partir en urgence combattre à Waterloo. Et du coup, c'est la cata, il y a plein de jeunes hommes qui vont aller mourir au combat, et Sophie, on ne sait pas trop ce qui va lui arriver non plus. 25 ans plus tard, on est dans la famille de Sophie, et de vieux secrets datant de l'époque de Waterloo risquent d'être révélés et vont bouleverser leur vie à tout jamais. C'est hyper léger comme synopsis que je vous dis, mais en fait, dites-vous qu'une fois que vous allez le commencer, vous n'allez plus le lâcher. Parce que ces secrets, mon dieu, vous avez envie de savoir ce que c'est, parce que ça bouleverse tout le monde. Et ça tient la route, c'est super bien mené. Et puis le côté historique est vachement sympa aussi, de découvrir une autre époque avec d'autres codes moraux, d'autres cultures, d'autres manières de vivre. En plus, on est dans l'aristocratie, donc je vous raconte pas à quel point le paraître, c'est important. Ça m'a beaucoup fait penser à Downton Abbey, mais il a réussi à en faire quand même quelque chose de différent. Voilà, c'est pas une copie conforme de l'histoire de Downton Abbey, ça a même rien à voir, à part le fait qu'on reprend une époque historique passée et qu'on va suivre des grandes familles aristocratiques. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, et c'est un vrai petit plaisir à lire. D'ailleurs, j'aimerais bien le lire, on en parle. Windows on the World de Frédéric Beigbeder. Donc vous voyez, celui-ci, il a bien douillé parce que je l'ai prêté à plein de monde et que c'est un livre qu'il faut avoir lu. Beigbeder, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien la plume. Le personnage me laisse assez indifférente. Par contre, ces bouquins, il a vraiment des bouquins que j'adore. Windows on the World raconte l'histoire d'un homme qui est en voyage à New York avec ses 2 fils, donc 2 petits garçons, et qui décide, pour leur faire plaisir, de les emmener prendre le petit-déj dans un des plus hauts sommets de New York, voilà, au dernier étage des tours du World Trade Center. Je
Je vous laisse deviner quel jour on est. On est le 11 septembre 2001 et donc on va suivre le périple, parce que c'est clairement le mot de ce papa pour survivre. L'histoire est racontée en parallèle de celle de l'auteur qui est au dernier étage de la tour Montparnasse à Paris et qui essaye de se projeter au 107e étage d'une des tours du World Trade Center. C'est hyper émouvant. On se souvient tous d'où on était ce jour-là et de ce qu'on faisait, qu'on soit adulte, enfant. Ça a été un jour qui a été marquant pour le monde entier. Ce bouquin l'illustre très bien, c'est très bien écrit et c'est très pertinent. Bon, je sais qu'on avait dit roman, mais pour moi celui-là il fait partie des romans. J'ai choisi de vous parler d'À l'Ouest rien de nouveau d'Éric Maria Remarque, voilà, qui est un classique sur la Première Guerre mondiale, qui fait ici plus office de témoignage, mais je trouve que on joue un peu dans deux camps là. Voilà, c'est un témoignage de la Première Guerre mondiale, mais il est raconté d'une telle manière que moi je le mets dans ce top quand même. Je lis beaucoup de témoignages, surtout de guerre. Voilà, je lis beaucoup de témoignages de guerre. Celui-là c'est le plus beau et le plus précis. C'est vraiment très sincère, il n'y a pas de pathos, on sort pas les violons pour vous faire pleurer, on raconte juste vraiment le quotidien des jeunes gens, des jeunes Allemands dans les tranchées, quand ils attendaient en fait de partir à l'assaut, de leur peur, de leur crainte, aussi des moments de rigolade, parce que la vie continue dans les pires endroits au monde. Il faut le lire, c'est une question je sais pas, de devoir de mémoire, de culture ou juste de plaisir, mais lisez-le. Comme je me suis moi-même imposé la contrainte de ne pas vous mettre de saga, je peux pas vous parler des Malocènes. Mais Daniel Pénac est tout de même dans ce tome avec le magnifique Journal d'un corps. Journal d'un corps, on peut pas avoir un titre aussi transparent. Ça va raconter la vie d'un corps, d'un petit garçon, de ses 12 ans à sa mort. En fait, il écrit tous les jours sur comment ça va aujourd'hui. Mais comment ça va? C'est pas vraiment un journal intime, c'est vraiment le journal de l'état de son corps. Aujourd'hui, j'ai mal au pied. Dit comme ça, vous vous dites, sympa, on n'a pas trop envie de savoir comment va son système digestif. Eh bien, croyez-le ou non, mais en fait, c'est passionnant parce que, en fait, ça raconte surtout l'histoire d'une vie, quoi. La vie d'un petit garçon qui va grandir, donc qui va passer par toutes les étapes de la vie. Il va tomber amoureux, il y a l'école, après il devient adulte, le travail, sa vie de famille, et l'impact que sa vie va avoir sur son corps. Et en fait, c'est merveilleux et magnifique. Et puis bon, Daniel Pénac, quoi, c'est tellement bien écrit, c'est tellement beau, c'est tellement bouleversant. Je me rappelle, je l'ai lu il y a longtemps maintenant, bien rigolé, j'avais bien pleuré, comme toujours, c'était un condensé d'émotions, donc c'est une petite pépite, passez pas à côté, lisez-le. Vous allez aimer en fait, on peut pas, si on est un être humain normalement constitué, on aime ce bouquin. On enchaîne avec un livre qui est surtout magnifique pour sa plume. Il s'agit des âmes grises de Philippe Claudel. Les âmes grises, ça raconte l'histoire d'un petit village au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et du coup, la vie des gens pendant cette Première Guerre mondiale, et surtout en fait, il y a une jeune fille qui va être retrouvée morte, et évidemment dans le village, ça va cancaner pour savoir mais est-ce qu'elle s'est suicidée, est-ce qu'on l'a assassinée, qui sait, pourquoi. Parce que la beauté, c'est surtout le narrateur, voilà, c'est un jeune homme qui revient de la guerre, de la Première Guerre mondiale, et qui va raconter un peu tout ce qui se passe dans le village. Mais qu'est-ce que c'est bien écrit, quoi. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est pertinent, on sent les odeurs. L'époque prend vie quand vous lisez ce bouquin. Mais en plus, c'est tellement bien mené. Moi, je n'arrêtais pas, vous voyez, de corner les bas de page partout, tellement que c'était beau. Il y a des passages écrits, genre des citations, je les ai en tête, tellement qu'elles m'ont marqué et tellement j'ai été juste ouvrir le bouquin pour les relire. C'est quand même très rare de faire ça. En plus, il est petit, il se lit vite et puis c'est une très belle histoire en plus qui va vous émouvoir, ça c'est certain. Vous n'en sortirez pas indemne. Les âmes grises, Philippe Claudel, go, c'est le numéro 30, 29, 28, 27, 26, 25. Ah, mais si les âmes grises n'est qu'en une position 25, qu'est-ce qu'il y a devant? Ha ha! Eh bien, juste devant, il y a Un avion sans aile de Michel Bussy. Lui, je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans les bouquins un peu pour vous changer les idées pendant le confinement, donc je confirme, Un avion sans aile, c'est l'histoire d'un avion qui se crache en France. Tout le monde meurt, sauf une petite fille, un bébé. Sauf que voilà, dans l'avion, il y avait deux bébés petites filles qui avaient le même âge exactement. Et du coup, les deux familles, les grands-parents en fait, deux familles vont se battre, clairement, juridiquement, pour récupérer le bébé. La justice tranche, le bébé rejoint une des familles, mais voilà, maintenant elle est adulte et on se demande si elle a vraiment été mise dans la bonne famille. Et il y a un détective privé, lui ça fait 20 ans qu'il est sur l'affaire et il en peut plus. C'est louche pour lui tout ça et il faut qu'il creuse plus loin pour avoir la certitude que voilà, ils ont vraiment fait le bon choix, quoi. Jusqu'au bout, on sait pas ce qui se passe. Moi, jusqu'au bout, j'étais en mode, elle est dans la bonne famille. Non, elle est pas dans la bonne. Si elle est dans la bonne. Non, si, non, si, non. C'est à vous en arracher les cheveux. Et vraiment, c'est un vrai plaisir. Et puis Michel Bussy, il est très fort pour ça. Il sait vous tenir en haleine. C'est bien écrit. Les personnages, ils sont intrigants, ils sont passionnants, ils sont détestables. Bref, un super livre. Vraiment, si vous voulez un bouquin un peu addictif, là, genre vous allez dévorer et plus lâcher et penser à rien d'autre, vous allez sur Un avion sans aile de Michel Bussy. Là,
Vous en avez forcément entendu parler parce qu'il y a 2 ans, on ne parlait que de ce livre. Ce livre, il s'agit de En attendant Bojangles de Olivier Bourdon. En plus, je tiens quand même à préciser que ce petit bijou est le premier livre de l'auteur. J'ai pas lu le deuxième qu'il a écrit depuis. Faut que j'y aille. Je crois que j'attends un petit peu parce que j'ai peur d'être déçue tellement que celui-ci est magnifique. En attendant Bojangles, c'est juste l'histoire d'un petit garçon qui vit avec ses parents. Et il a des parents un peu atypiques qui n'ont pas adopté un mode de vie très commun. Voilà, ils sont assez délurés. Il raconte sa vie avec eux. Qu'est-ce que ça fait de vivre avec une maman et un papa qui sont totalement en dehors des codes et des normes sociales. Celle qui mène le bal de toute cette vie imprévisible, c'est la maman. Voilà, elle est le cœur de cette famille. Donc lui, il a un regard sur sa mère qui est très particulier. C'est un tout petit livre. Je vous en dirai pas plus parce qu'il faut y aller en sachant pas plus. C'est très très beau, vraiment. Très très beau. Et pareil, ce genre de bouquin dont vous allez vous souvenir toute votre vie. Donc, lisez-le. En numéro 22, pareil, un bouquin addictif si vous avez envie vraiment de vous plonger dans une histoire. Il s'agit de Petits secrets, grands mensonges de Liane Moriarty. Petits secrets, grands mensonges, vous avez dû en entendre parler. Il y a eu une adaptation en série qui a fait beaucoup de bruit. Je crois que c'est sur OCS, c'est Big Little Lies. On est à la fête de l'école, genre la fête de fin d'année. La journée, on a fait la kermesse pour les enfants et le soir, c'est les parents qui mangent tous ensemble. Sauf que à cette fête d'école, il va y avoir un mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment il est mort? C'est toute l'histoire. On suit le quotidien de plusieurs mères de famille dans cette banlieue chic qui nous fait un peu penser à Desperate Housewives. On va suivre l'histoire de toutes ces familles et évidemment leurs secrets et tout ce qui se passe derrière les murs jusqu'à ce fameux soir. Du début à la fin, je savais pas ce qui s'était passé. Les personnages sont hyper riches, hyper complexes, ils ont des problématiques familiales tout aussi complexes, donc vraiment tout est possible quoi. Dans la construction narrative, on a d'un côté donc la trame de l'histoire et en même temps c'est entrecoupé de petits moments où c'est les flics en fait qui interrogent les personnages et ça c'est super, ça rend le truc hyper vivant et ça nous rappelle tout le temps que ah oublie pas il va y avoir un mort et puis c'est qui le mort en plus, on ne sait pas. Donc vraiment c'est addictif. Liane Moriarty elle est géniale, j'aurais pu en mettre plein d'elle dans ce top, j'ai choisi celui-ci parce que c'est mon favori mais c'est super ces bouquins, c'est vraiment des bouquins qu'on dévore vraiment très rapidement. Ah, là on arrive vraiment dans les bijoux quoi. Là on était dans les pépites et là on arrive dans les bijoux de pépites, c'est-à-dire des compositions de pépites. Et du coup il faut que je vous parle de L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. L'ombre du vent, je vous en ai parlé plus d'une fois, c'est un livre qui est magnifique de par sa plume, de par l'histoire, de par les personnages. Ce livre-là, c'est un livre qu'il faut que je relise parce que je sais que j'en ai oublié la moitié. Je me rappelle de la trame principale, mais j'ai oublié tellement de belles choses et tellement de moments forts qu'il va falloir qu'il y repasse, voilà, qu'il repasse à la casserole. En plus il y a la suite, il y a eu une suite apparemment, je crois qu'il y a eu 2 autres tomes derrière qu'il faut que je lise, donc il va falloir que je relise pour me remettre dedans. On est en 1945 à Barcelone, un papa emmène son petit garçon dans un endroit qu'il doit garder secret, et cet endroit c'est le cimetière des livres oubliés. C'est un lieu secret où se cachent tous les livres du monde. Le père lui dit voilà, il faut que tu choisisses un livre, et ce sera le livre que tu chériras toute ta vie, que tu protégeras, que vraiment ce sera ton bouquin. Le petit garçon va en choisir un et à partir de là il va se développer toute une histoire, comment dire, remplie de suspense. Ça va mélanger histoire de famille, ça va mélanger histoire tout court avec un grand H parce que bon on est quand même dans Barcelone, 1945, Franco est pas loin, tout ça. Mais surtout, c'est un des plus beaux livres que j'ai lus. En termes de talent d'écriture, Carlos Ruiz Zafón, il est dans les meilleurs. Ah clairement j'ai... Waouh, magnifique, magnifique, magnifique. À l'instar de Philippe Claudel, j'ai corné une centaine de pages. Bon, sur un bouquin qui en fait 500, c'est quand même pas mal. Donc je vous invite à le lire, à l'offrir, à le relire et à ce qu'on en parle tous ensemble. Un des coups de cœur de mon année 2019, il s'agit du Gang des rêves de Luca Di Fulvio. J'ai pas encore eu le temps depuis le début de l'année de lire d'autres bouquins de cet auteur, mais celui-ci était vraiment énorme. On suit l'histoire de Christmas, un petit garçon dont la maman migre aux États-Unis pour s'offrir un avenir meilleur à elle et à son bébé. Elle a le rêve américain va se transformer en cauchemar comme pour beaucoup de colons de l'époque, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver à vivre dans la misère et à essayer de survivre du mieux qu'elle peut avec son petit garçon. Christmas, lui, il va grandir dans les quartiers à la dure et son rêve, c'est d'avoir le gang le plus puissant, le gang le plus puissant du monde. On suit son histoire de son enfance à un certain âge. Christmas, quand il est petit, un jour il va retrouver une jeune fille qui s'appelle Ruth, qui a été agressée et il va essayer de l'aider en fait à s'en sortir. Et ça vous raconte autant l'histoire de Christmas que de Ruth. Dedans, il y a un des hommes les plus détestables au monde, l'un des méchants les plus cruels que j'ai rarement autant détesté quelqu'un dans ma vie. Je crois que la haine s'approche un peu de ce que je ressens pour ce personnage. Donc rien que pour ça, c'est très intéressant. On apprend beaucoup de choses sur les États-Unis de cette époque. C'est hyper riche en détails historiques et surtout c'est bien écrit. L'histoire est passionnante et on n'a qu'une envie, c'est d'avoir le fin mot. Et pourtant, c'est un petit pavé, hein, mais c'est un petit pavé qui se dévore, donc pareil, allez-y, vous allez être ravis.
Bon, je sais que j'ai dit, ouais, j'essaye de pas trop mettre les livres des mêmes auteurs et tout. Mais cet auteur-là, il y a 3 de ses bouquins, sur 4, c'est quand même pas mal, 3 qui sont dans ce top. Parce que je ne pouvais pas ne pas les mettre, parce qu'ils ont tous été une claque. À chaque fois que je les ai lus, ces 3-là, ça a été une vraie claque dans ma vie, une vraie claque dans ma vie littéraire, dans ma vie de lectrice, dans ma vie tout court. Donc bon, ne soyons pas hypocrites, soyons honnêtes, ils ont tous leur place ici. Cet auteur, il s'agit de Joël Dicker. Et le premier livre dans le top, c'est Les Derniers Jours de nos pères. Les Derniers Jours de nos pères, ça raconte l'histoire de jeunes Français qui vont partir en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, rejoindre les services secrets tenus par Churchill. C'est-à-dire que ces services secrets, le but du jeu, c'est de former des jeunes Français à être des espions, pour qu'après on puisse les renvoyer en France et qu'ils puissent donner un coup de main à la résistance sur place et s'infiltrer. Nous, on suit l'histoire d'un jeune Français particulièrement, au milieu de toute cette bande. Donc là, c'est des jeunes gens qui sont volontaires. La première partie du livre, c'est toute la formation. Donc alors là, je vous jure, on apprend de ces trucs sur comment fabriquer des explosifs, comment cacher des trucs à droite à gauche, sur le codage, sur les manières de communiquer et tout. Enfin, c'est passionnant. Et la deuxième partie, c'est une fois qu'ils sont envoyés en France. Et alors, vous vous doutez bien que pendant la Seconde Guerre mondiale, il va se passer pas mal de choses. Je peux pas vous en dire plus, mais c'est bouleversant. C'est bouleversant, c'est marquant, c'est beau, parce que c'est bien écrit et que c'est touchant et que l'histoire est bien menée. Vous vous doutez bien que toute cette petite bande de jeunes gens s'y attache et que forcément, ils vont pas sortir indemnes de cette situation. Là, on va arriver dans le moment du classement où je perds mes mots. C'est parce qu'en général, j'ai été tellement touchée par les bouquins que je sais pas quoi vous dire à part de les lire. Il n'y a pas besoin d'aimer les livres historiques et la Seconde Guerre mondiale pour aimer ce livre. Lisez-le juste, c'est une histoire d'être humain à être humain, dans une période vraiment bouleversante et c'est passionnant. Bon, je vous ai dit qu'il était 3 fois dans le top. Bah là, juste derrière, j'en ai mis un autre de lui. Voilà, Le Livre des Baltimore de Joël Dicker. Celui-ci aussi, je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans le genre bouquin addictif. Le Livre des Baltimore, c'est l'histoire de Marcus Goldman, le héros de La Vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui, enfant, adore aller chez ses cousins. Voilà, qui habitent les Goldman de Baltimore, parce qu'ils habitent à Baltimore. Il idolâtre complètement leur vie, son oncle, sa tante, ses cousins, voilà. Lui, son rêve, c'est d'avoir une famille comme ça, limite de rejoindre leur famille et de suivre leur vie. Donc il y va à toutes les vacances. Et donc on va découvrir la vie de cette famille. Et évidemment, qui dit famille, dit secret, dit qu'elle n'est pas aussi parfaite que ça. Cette famille, elle va être détruite. Et Marcus Goldman, une fois adulte, essaye de comprendre ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Et croyez-moi, quand je vous dis détruite, là on est dans de la destruction massive. Il est hyper marquant. J'annonce, vous allez aussi vous en rappeler. C'est le genre de bouquin qu'on n'oublie pas. Pareil, il faudrait que je relise, mais vous voyez, je l'ai lu il y a plusieurs années et c'est encore hyper frais les sentiments que j'ai face à cette histoire. Ça nous montre encore à quel point les apparences peuvent être trompeuses, à quel point la vie est éphémère, le bonheur surtout, à quel point il faut chérir ses proches. Donc il y a des belles leçons à en tirer, malgré toute l'horreur qui est racontée à l'intérieur. Le prochain bouquin, je le trouve plus. Je crois que je l'ai prêté il y a des années et que je l'ai jamais récupéré. Il s'agit de Il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver. Je crois aussi que je vous en avais déjà parlé. Ce livre, je l'ai lu quand j'avais 15 ans. C'est tout bête, hein. Je l'avais acheté parce que le titre, il y avait Kevin dans le titre et que mon petit copain de l'époque s'appelait Kevin. En tout cas, c'est ce qui a fait que mon œil a trouvé ce livre. Et puis quand j'ai lu le 4e de couverture, j'ai fait waouh, ça a l'air trop bien, faut que je le lise. Ça raconte l'histoire de Kevin, qui est un adolescent assez particulier. Mais bon, à l'ado, qui n'a pas été particulier étant adolescent, je vous demande. Et qui, en fait, la veille de ses 16 ans, va commettre un massacre. Donc lui, il est vraiment très particulier. Dans son lycée, voilà, il va assassiner plusieurs de ses camarades, il va se faire prendre par la police. C'est un livre épistolaire, en fait, la mère écrit au père. Suite à ce drame, ce fameux jeudi, comme elle dit, elle essaye de comprendre ce qu'ils ont raté, en fait, dans l'éducation de cet enfant pour qu'il en arrive à faire ça. Les lettres commencent avant la naissance de Kevin, à partir du moment en fait où ils vont envisager le fait de construire une famille, à un peu l'après ce fameux jeudi. Voilà. C'est assez bouleversant, c'est aussi montrer comment on se reconstruit quand on est membre de la famille de quelqu'un qui décide comme ça d'assassiner des gens, hein, parce que ce sont quand même des victimes collatérales auxquelles on ne pense pas souvent. J'avais mis beaucoup de temps à lire parce que c'est un gros livre. Après j'étais plus jeune, je pense que maintenant je le lirai plus rapidement. C'est passionnant, c'est un livre qui parle de psychologie adolescente évidemment, mais psychologie au sens large, de sociologie aussi, du regard qu'on a un petit peu sur les faits divers, sur les choses très glauques, très noires comme ça, à quel point ça peut fasciner les gens. Évidemment, ça parle de la situation actuelle aux États-Unis, libre port d'armes, ça remet beaucoup de choses en question. Donc c'est vraiment un livre très riche que je vous invite à lire. Il a été adapté en film et pour une fois le film est très bien. We need to talk about Kevin. Lisez le livre d'abord parce que le livre est beaucoup plus riche, mais le film est très très beau en termes esthétiques
et en termes tension qui naît peu à peu. J'ai trouvé que c'était très très bien fait et c'est plutôt rare qu'un livre soit bien adapté au cinéma, en tout cas pour moi, je trouve les adaptations très décevantes. Je l'ai lu il y a plus de 10 ans et je m'en souviens encore comme si c'était hier. La prochaine autrice, c'est pareil, elle a écrit 3 bouquins pour l'instant je crois. J'ai lu les 3 ont été des coups de cœur, mais voilà, je vous ai mis mon préféré dans le top. Il s'agit d'Anna McPartlin, cette superbe autrice irlandaise, et mon préféré reste Mon midi, mon minuit, que j'avais lu en 2018 je crois. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est folle amoureuse de son amoureux d'enfance. Et voilà, c'est son copain et ils vivent le parfait amour, ils sont jeunes, ils ont la vingtaine, ils vivent au milieu de leur bande de copains. Tout leur sourit en fait, voilà, ils sont en pleine construction de leur vie et de leur avenir. Et John, son amoureux, va décéder de manière tragique et accidentelle et brutale. Et ça parle de la reconstruction après la mort de quelqu'un de jeune. Donc on va suivre évidemment sa reconstruction à elle, va être centrale, et aussi de sa bande de copains. Et c'est pas un bouquin pourtant si triste que ça parce qu'ils vont se serrer les coudes, ils vont apporter de la vie en fait dans la mort et c'est sublime. Moi j'ai adoré et surtout c'est très humain. Ils sont pas parfaits quoi et le deuil tout le monde le vit de manière très différente et c'est vraiment très marquant. Moi ça m'a beaucoup touchée. J'y pense encore souvent des fois, je suis là comme ça dans la vie, je fais des cookies, je marche dans la rue et ce livre me revient en mémoire pour vous dire à quel point je l'ai aimé, à quel point il m'a marqué. Anna McPartlin, elle a le don de prendre des sujets très durs mais de faire que quand vous fermez le bouquin vous souriez. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, elle a un talent, c'est pas d'embellir l'horreur, parce que l'horreur n'est pas embellissable. C'est vraiment un sujet compliqué et elle a réussi à en faire un bouquin magnifique, très touchant, très beau, et duquel on ressort plus fort et avec un peu plus d'espoir en l'humanité et en l'être humain en général. Ouais, c'est un livre qui va vous donner envie un peu de combattre et je pense qu'en ce moment ça peut être pas mal. Vu qu'on tourne dans nos appartements, ça tourne dans nos têtes. Donc allez-y, achetez-le, louez-le, téléchargez-le, faites quelque chose mais lisez-le. Et c'est le moment du top 5. Ouais, ça va vite en fait, 20 bouquins, hein, on se rend pas compte, mais... Bon, pareil, comme je vous l'ai expliqué, les 20 bouquins, faut les lire, hein. C'est juste que moi j'ai mis mes préférés là parce que c'est mes préférés d'amour, mais en vrai, faut tous les lire. En 5ème position, pas de surprise. Je dis pas de surprise parce que si vous traînez sur ma chaîne depuis un moment, je vous en ai parlé et c'était mon coup de cœur de l'année 2019. Voilà, c'est le number one. Et pourtant, en 2019, j'ai jamais lu autant de livres de ma vie et j'ai lu beaucoup de super bouquins. Mais Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, c'était vraiment le meilleur. Ça raconte l'histoire de Violette Toussaint qui est garde-cimetière. Déjà, c'est assez cocasse comme personnage. Mais surtout, en fait, ce qu'on va apprendre, c'est pas le quotidien de son cimetière, c'est sa vie à elle. On va retracer toute sa vie à elle et comment elle en est arrivée là, à être garde-cimetière. Et croyez-moi, c'est pas commun. Sans vous en dire trop, parce que j'ai vraiment pas envie de vous gâcher la surprise. Il va y avoir un événement très rapidement dans le bouquin, auquel on s'attend pas du tout, hein, quand on voit cette jolie petite couverture, Changer l'eau des fleurs, voilà, on s'attend un peu à un bouquin à la Amélie Poulain. C'est vraiment un livre qui cultive le plaisir, les petits bonheurs, la richesse humaine, le partage, enfin il y a de très belles valeurs dedans. Mais il va y avoir un événement qui va être le fil conducteur de tout le bouquin, qui va vous surprendre et qui va vous tenir en haleine, et moi ça m'a... Pouf, feu d'artifice. J'ai été conquise, je l'ai adoré et depuis je l'offre à tout le monde et pour l'instant personne m'a dit qu'il était mauvais. Il est sorti en poche et depuis qu'il est en poche, il est tout le temps dans les meilleures ventes un peu partout donc j'en suis très contente parce que personne n'en parlait de ce livre alors que mon dieu qu'est-ce qu'il est bien. Lisez-le, c'est trop cool. 4ème position, Joël Dicker encore avec son fameux La vérité sur l'affaire Harry Kéber. C'est un policier, c'est un thriller, je ne lis jamais de policier, jamais de thriller, et pourtant il est 4ème sur tous les livres de ma bibliothèque, vous vous rendez compte? Vous n'allez pas lâcher ce bouquin parce que il est passionnant. Marcus Goldman vient d'écrire un roman à succès, c'est un peu la star là, en ce moment on ne parle que de lui, et le problème c'est que du coup il faut qu'il écrive un 2e bouquin et qu'il n'a plus d'idées. Et que son éditeur lui met un peu la pression parce qu'il faut le sortir avant Noël, et du coup il va aller se réfugier chez Harry Kéber, qui est son prof de fac et qui est un peu son mentor, son modèle. Sauf que pas de bol, Harry Kéber il va se faire arrêter pour un meurtre qui a eu lieu 25 ans plus tôt, d'une jeune femme, et Marcus Goldman il est persuadé de son innocence, il est sûr que c'est pas lui, et du coup il va un peu mener l'enquête de son côté, et ça va en plus lui donner matière à réfléchir à un nouveau livre. Sauf qu'en mettant son nez dans des choses qu'il ne regarde pas, il va commencer à se faire menacer. Le résultat de cette enquête, vous n'imaginez même pas ce que c'est. Jusqu'au bout, tu as des doutes, t'es à fond, tu changes d'avis tout le temps, c'est riche et surtout c'est bien écrit parce qu'en fait il y a le point de vue de plein de personnages de cette ville, tous comment est-ce qu'ils ont ressenti, et puis il faut revenir 25 ans dans le passé. Donc si tu veux, c'est pas non plus l'enquête à vif quoi, c'est les gens comment ils l'ont vécu, ceux qui savaient des trucs qui n'ont rien dit pourquoi, ceux qui savaient des trucs qui l'ont dit pourquoi, tout un marasme, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait
Personne n'est jamais tout blanc ou tout noir, en tout cas pas dans cette ville et pas à cette époque-là. J'ai regardé l'adaptation de la série que j'ai trouvée très pauvre et pas très bien réalisée, pas très bien jouée parce que le bouquin est tellement complexe que ils ont tellement tout simplifié que je trouve qu'il y a la moitié du livre qui a disparu. Donc moi je vous invite à le lire. C'est une brique, on ne va pas se mentir, c'est 800 pages, mais ça se lit vraiment très rapidement parce que de toute façon tu ne pourras pas le lâcher. Non, tu vas le garder avec toi quand tu manges, tu vas le garder avec toi quand tu dors, tu vas marcher avec dans la rue. 3 ans de ma vieille expérience, je l'ai offert à des gens qui n'aimaient pas lire et ils l'ont lu. Donc bon, nous sommes sur le podium. Les 3 meilleurs livres de tous les temps selon Batmanon. Attention, ce ne sont que mes goûts à moi. Je sais que ces 3 livres-là, je les surkiffe. C'est que des livres que j'ai lus qu'une fois en plus. Faudrait peut-être que je les relise. En 3e position, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. C'est un très grand classique. Il y a eu un avant et un après ce bouquin. Nous sommes en Alabama au début du XXe siècle et nous allons suivre l'histoire de Scout. Scout, c'est une petite fille qui n'aime pas trop se conduire comme une petite fille classique de l'époque, quoi. Elle aime porter des pantalons, grimper aux arbres et s'éclater avec son grand frère et ses copains. Son père est Atticus Finch, un personnage très connu dans la littérature parce qu'il est avocat. Il va faire le choix de défendre une personne de couleur noire qui est accusée du viol d'une personne de couleur blanche. Ce livre a eu un retentissement car il est sorti dans les années 60 aux États-Unis, à l'époque où les questions de couleur, les questions raciales étaient à feu et à sang et le sont encore trop de nos jours. C'est un livre qui parle de racisme mais pas que, qui parle d'égalité homme-femme mais pas que, qui parle de droit, qui parle de devoir, qui parle d'humanité et qui est passionnant. Croyez-le ou non, parce qu'en fait, il va y avoir ce procès qui est, on va dire, le fil conducteur. Mais à côté, il y a la vie de Scout et le fait que ce soit raconté sous le point de vue d'une enfant, je vais pas dire que c'est innocent parce qu'elle est loin d'être bête et naïve. Le côté injustice est ressenti encore plus vivement. Quand on est enfant, on n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants, on n'a pas toutes les billes pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Et moi, j'ai été bouleversée par ce livre. Il m'a touchée, mais là. Et ça aussi j'y pense souvent et je me demande souvent ce que moi j'aurais pensé à l'époque en fait, quel genre de vie j'aurais pu mener. Il y a eu plus de 30 millions d'exemplaires de ce bouquin vendus dans le monde, c'est pas pour rien. Il est passionnant, je trouve qu'il devrait être étudié à l'école. S'il l'est pas, s'il vous plaît, les profs de français, ajoutez-le, je sais pas, trouvez-lui une petite place dans le programme pour un âge adapté. C'est très tendre et c'est très dur et c'est très réaliste et c'est rempli de belles choses et de belles tournures de phrases. Donc il ne faut plus hésiter. Le second livre, je l'ai plus en fait parce que pareil, je l'ai prêté. Et je ne l'ai jamais retrouvé et il faut que je le rachète parce qu'il est hors de question que je ne l'ai pas dans ma bibliothèque. Il s'agit de La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt. Ça va être très court, très simple, en quelques mots. La part de l'autre, vous le retournez, 1908, virgule, et si Hitler avait été reçu aux Beaux-Arts. Voilà, je vous en dis pas plus, à part que on va suivre la véritable histoire d'Hitler, de sa jeunesse à sa mort, et l'histoire fictive de s'il avait été reçu aux Beaux-Arts, quel impact ça aurait eu sur sa vie à lui, mais surtout sur le monde. Pas besoin d'en savoir plus, non? Allez l'acheter, lisez-le. Et enfin, mon numéro 1 à moi. J'en ai déjà beaucoup parlé, j'ai même fait une vidéo thématique que sur ce livre. C'est pour ça que je vais pas en parler beaucoup ici, que je vous laisserai aller cliquer sur la vidéo quand elle apparaîtra par là. Il s'agit de La voleuse de livres de Markus Zusak. Ça raconte l'histoire d'une petite fille, Liesel, qui va être confiée, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va être confiée à une famille d'Allemands parce que ses parents ne peuvent pas s'occuper d'elle pour X raisons qui sont développées dans le livre. Et donc elle va vivre un quotidien de petite fille allemande dans une Allemagne où le nazisme est au pouvoir. Donc on va suivre ce qu'on lui apprend à l'école, on va suivre son quotidien quand on est allemand, qu'on adhère au parti, qu'on n'adhère pas au parti. Mais surtout, ce qu'on va apprendre, c'est Liesel. Dans la cave de la maison où elle grandit, il y a Max. Et Max, c'est un jeune homme juif caché dans sa cave. Et ils vont créer une relation hyper forte. Et comment Max, bien qu'étant caché aux yeux de tous, va ramener la vie et l'espoir dans cette maison, c'est trop beau. Surtout, l'originalité, c'est que c'est la mort la narratrice. C'est la mort qui nous raconte comment elle vit la Seconde Guerre mondiale et ça... l'idée quoi, passionnant, magnifique, très beau livre. Je m'en suis toujours pas remise alors que je l'ai lu en 2017 et je l'ai lu à un moment en plus très précis de ma vie, comme quoi les livres parfois c'est nous qui les choisissons ou c'est eux qui nous choisissent et je n'en suis jamais revenue. Donc je vous mets la vidéo là où je développe vraiment le pourquoi, le comment. Si vous l'avez lu, il y a tous les détails par ici. Mais moi je vous souhaite de le lire, de le relire, de l'offrir et de le faire connaître. Voilà, c'était 20 bouquins, 20 romans aux thématiques très variées, aux plumes très variées, aux styles très variés, aux époques très variées. Tu vas trouver un synonyme au mot varié. J'espère que ça vous donnera des petites idées de lecture à faire pendant ce confinement qui du coup va durer un mois de plus. Voilà, on le sait maintenant au minimum. Je sais que les librairies sont pas ouvertes. Renseignez-vous, il y a encore des librairies près de chez vous qui livrent. Il y a des maisons d'édition qui mettent les livres téléchargeables en e-book
sur les plateformes, gratuitement ou non. Je vous invite aussi à faire ça pour tout ce qui est bande dessinée, manga. Moi j'ai trouvé plein de choses superbes sur internet. Continuez de vivre cette période du mieux que vous le pouvez. Je sais qu'on commence tous un peu à tourner en rond, mais voilà, il faut pas lâcher. Même si comme vous, j'ai moi aussi envie d'aller me promener et de prendre l'air, il faut qu'on tienne ensemble. Donc continuons de nous envoyer de l'amour sur internet, continuons d'échanger, continuons de parler. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à lire, c'est pas grave si vous profitez pas de cette période pour faire du sport, c'est pas grave si vous avez décidé que votre confinement à vous, il allait être tranquille. Voilà, ne nous mettons pas la pression. Ce qui compte, c'est que cette période passe et que nous sortions tous de là en bonne santé. Je vous embrasse, je vous souhaite de très bons moments chez vous et de très belles lectures. À bientôt. Ciao!